temps de sortir les chapeaux, les gars, l'heure de la moisson a sonné. Oh. Bon, ça c'est pas un chapeau, c'est plutôt un couvert. Cette série nous plonge dans la culture sérère, une culture qui est mise à l'honneur là et qu'on va respecter comme jamais. Bon, je vais me contenter de mon petit chapeau de paille. Surtout si vous avez des adresses où je peux obtenir un chapeau sérère, drop them in the comment section. Tanor, man ak yow, on se reverra. Et je t'en fais la promesse. Bon, c'est parti pour l'analyse des premiers épisodes ainsi que de l'affiche officielle de la série. Je vous fais un petit 2 en 1, ok? Cette dernière scène entre Gaki et Tanor était très symbolique, hein, puisque c'est une métaphore du bras de fer. Le bras de fer qui est représenté dans l'affiche officielle. On voit deux hommes qui s'affrontent et qui prennent le dessus, hein, l'un après l'autre. Gaki fait comprendre à Thanos qu'il est certes le patron, mais il n'est en aucun cas au-dessus de lui. Une rivalité d'enfer qui nous attend avec un Thanos plus déterminé et arrogant que jamais. Surjouer comme ça, on peut mettre les organes comme ça, faut faire doucement. Il est trop fort. Les premiers épisodes nous représentent donc tout de suite le thème de la rivalité, représenté à travers ces deux hommes qui évoluent dans deux univers totalement différents. Tanor et Gaki n'ont vraiment rien en commun, les gars, à part Aïcha. Franchement, ils n'ont rien en commun, ces deux-là. Et on le constate dès le réveil par rapport à leur morning routine. Thanos, c'est un businessman, il est très occupé, il se réveille tôt. Il était 5h45 à ce moment-là, il était déjà debout, hein. Pour lui, time is money. Thanos n'a pas le temps pour les futilités. Ce qui fait qu'il est totalement déconnecté de la réalité en fait. Il ne pense que business, chiffres, comment rester au top. Mais le business n'est pas que ça, c'est aussi les personnes qui travaillent pour toi. C'est pour ça que lorsqu'on décrit un businessman comme un self-made man, it doesn't even make sense parce que tu ne t'es pas fait tout seul. Il y a forcément des personnes qui ont travaillé pour toi pour que tu arrives au sommet. Gaki, lui, est un homme tout à fait modeste, qui vient d'un foyer modeste. Lui, par contre, il accorde du temps aux choses importantes de la vie. Il est important pour lui de se réveiller tôt le matin et remercier Dieu, prendre le temps de manger, dire bonjour à la famille, entretenir de bons rapports avec sa famille. On ressent tout de suite beaucoup plus d'humilité de sa part, hein. Un peu trop même, puisqu'il se laisse un peu marcher dessus par rapport à Tanor, qui lui est vraiment le chef de sa famille. Gaki se laisse marcher dessus par sa tante, qui n'arrête pas de dire qu'il est un enfant maudit, etc. Et on voit que ça l'a marqué. Si ce n'était pas son grand-père qui était toujours là pour lui remonter le moral, Gaki serait au plus bas moralement quand même. Donc souhaitons vraiment une longue vie à ce grandpa qu'il a élevé. Il a fait de Gaki ce qu'il est aujourd'hui, un homme humble qui est très à l'écoute, un bosseur apprécié et respecté de tous, hein. Sa communauté, ses collègues le respectent beaucoup, hein. Il a vraiment toutes les qualités pour être un bon leader. La rivalité est exprimée donc dans l'affiche officielle de la série et on va commencer par l'analyser, hein. Elle résume parfaitement bien cette dualité, ce thème central du pouvoir et de l'autorité. Donc comme je le disais, au centre, on voit un bras de fer entre deux hommes. Ça se voit que c'est des mains d'hommes, ça se voit par rapport à leurs muscles et tout. Et ce bras de fer, c'est une métaphore pour le conflit, la tension. C'est une lutte, hein, pour savoir qui sera le plus fort. Qui va dominer qui? On sent la tension, hein, ça se voit dans les muscles, le fait que les personnages ne portent pas de vêtements au bras pour dévoiler leur force. Le bras de fer, c'est également un signe de détermination, puisque les deux hommes sont déterminés à réussir, surtout Gaki. Tanor, man ak yow, on se reverra. Et je t'en fais la promesse. Cette image représente également leurs milieux sociaux. Il y en a un qui porte un bracelet avec un kori qui représente un milieu social un peu plus modeste et l'autre porte une espèce de montre de luxe pour représenter le milieu social élevé. Ce qui veut dire que ce bras de fer n'est pas seulement une bataille pour savoir qui sera le plus fort, mais c'est également une bataille sociale. En ce qui concerne la palette des couleurs, on voit qu'il y a du marron, du noir, du orange, du bleu foncé. Toutes ces couleurs contribuent à l'atmosphère de tension et de mystère, renforcée par le contre-jour et le fait qu'on ne voit pas de visage, hein, sur l'affiche. Du coup, ça crée une atmosphère vraiment de secret, de mystère. Mais d'un autre côté, il y a du positif, hein, grâce aux rayons de soleil, puisque le soleil symbolise une lueur d'espoir, un nouveau départ, la croissance, un avenir fructueux, beaucoup de choses positives. Mais déjà, est-ce qu'on est sûr que ce sont Tanor et Gaki sur cette photo? C'est évident, mais ça peut être quelqu'un d'autre. D'où l'absence de visage. L'absence de visage nous aide, nous les téléspectateurs, à utiliser encore plus notre imagination. Tanor sera-t-il le seul adversaire, le seul obstacle de Gaki? Parce que cette main avec la montre de luxe qui représente la classe sociale supérieure, représente l'argent qui sera un obstacle, hein, pour Gaki. Aura-t-il toutes les ressources nécessaires pour créer sa propre entreprise? Et c'est vice-versa. Le poignet avec le bracelet en kori
représente la classe moyenne, la classe inférieure, un obstacle pour Ténor qui sera peut-être à 2 doigts de perdre son entreprise familiale. Analysons aussi le ver dans le titre. Déjà, je kiffe la typographie qui a été choisie puisqu'elle représente une graine qui est en train de germer avec l'écriture cursive comme ça. Et ici, le ver représente bien sûr la fertilité, l'opulence, l'abondance, le cycle de la vie puisque cette entreprise est une entreprise familiale qui est passée de génération en génération. Le ver, c'est bien sûr la nature et la relation entre l'homme et l'environnement. Mais d'un autre côté, le ver représente l'envie, la jalousie, l'avarice, mais aussi l'inégalité sociale qui est tout de suite représentée dans ces premiers épisodes au travers des tenues de travail des ouvriers. Les employés de Thanos ou Tanor? Oh my god. Les employés de Thanos ou Tanor? Je sais plus. Ces employés portent un vert, un dark green, un vert foncé qui peut faire référence à la pourriture. Lorsque certaines feuilles pourrissent, elles ont tendance à changer de couleur et se rapprocher du vert foncé. Donc cette couleur représente un low social class, mais aussi un manque de ressources. Contrairement à la couleur vive qui représente vraiment la fertilité et l'opulence. Avant de continuer avec cette analyse, si tu aimes des vidéos comme ça, d'analyse, de cinéma, n'hésite surtout pas à me laisser un petit like d'encouragement. Ça aidera aussi l'algorithme de YouTube à pousser ma vidéo et la proposer à d'autres personnes qui sont intéressées par ce genre de contenu. Je voulais aussi vous présenter une nouvelle série qui arrive dès lundi 16 octobre sur Canal+ Première. C'est une série qui s'appelle Niabla. Aujourd'hui, je viens vous présenter le nouveau bébé d'Alex Ogou. Il s'agit de la série Niabla, une série captivante qui va nous plonger dans l'histoire intrigante de Sia, une franco-ivoirienne qui revient à Abidjan pour retrouver sa demi-sœur Adjoa qu'elle croyait avoir perdue avec sa mère lors d'un accident. Donc les retrouvailles sont chaleureuses, émouvantes. Mais lorsque Adjoa disparaît soudainement, Sia se retrouve toute seule à devoir garder sa nièce, donc la fille de Adjoa, qui est malade. Elle a une grave maladie du sang, la drépanocytose. Dans cette série, du coup, on va suivre le parcours courageux de Sia qui sera prête à tout pour retrouver sa demi-sœur Adjoa, avec l'aide de 2 personnes qu'elle va rencontrer en Côte d'Ivoire, donc Yao, un policier alcoolique en quête de rédemption, et Félix, un jeune médecin. Ensemble, ils vont plonger au cœur d'un réseau de prostitution à Abidjan, où Madame Corinne, ancienne bienfaitrice des femmes qui sont dans ce réseau, donc ancienne géreuse de Busy, tente de protéger ces femmes et de les faire sortir de cette vie dangereuse. Sia devra également faire face au redoutable Papa John, the villain of the story, les gars. Un homme dangereux, machiavélique, chef du plus gros trafic de drogue du pays. Dans cette série Niabla, nous allons découvrir l'intrigue, les mystères et les défis que Sia doit surmonter pour retrouver sa demi-sœur. Va-t-elle réussir à se fondre dans la masse? Comment est-ce qu'elle va évoluer dans ce nouveau monde-là? Ce monde du busy qui lui est totalement étranger, elle qui a longtemps habité en France. Ce parcours sera clairement pour elle non seulement un clash culturel, mais aussi une véritable quête d'identité. Ne ratez absolument pas les premiers épisodes de Niabla qui démarrent dès le lundi 16 octobre sur Canal+ Première. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, les 2 premiers épisodes sont disponibles gratuitement du moment que vous détenez un décodeur Canal+. Préparez-vous à être captivé dès les premiers épisodes de cette aventure palpitante. Et moi, je vous donne rendez-vous bien sûr sur cette chaîne pour qu'on analyse ensemble ces premiers épisodes. Choc les gars, parce qu'on sent que ça va démarrer fort avec cette série. Ce qu'il faut comprendre avec cette série, La Graine du Pouvoir, c'est qu'elle ne traite pas seulement de conflits avec les autres, de bras de fer avec les autres, mais d'un conflit intérieur aussi, un conflit avec soi-même. Avoir le pouvoir de faire germer la graine qui est en soi. Et ces premiers épisodes représentent parfaitement cet aspect avec Gaiki qui a la volonté de créer sa propre entreprise. Y arrivera-t-il avec ou sans l'aide de sa famille? Et énormément d'obstacles qui l'attendent, donc l'obstacle familial, mais aussi l'obstacle qui viendra de ses amis, qui le traitent déjà comme un ingrat. Sering, c'est son meilleur ami. T'imagines, on arrivait là avec ton meilleur pote juste parce que tu veux prendre ton indépendance? C'est curieux parce que ça devrait plutôt être lui le premier à encourager Gaiki dans sa démarche. On dirait que Sering veut que Gaiki reste un employé lambda. Combien de temps faut-il que Gaiki travaille pour les autres alors qu'il a la volonté et tous les skills pour être un bon leader, pour former sa propre entreprise? Son emploi à AgroDream a clairement aidé à germer cette envie de prendre son envol. Créer sa propre entreprise,
pas pour faire concurrence à Tanor, mais pour réaliser ses dreams, réaliser ses rêves à lui. Ça se voit que c'est sa passion, l'agriculture. Gaiki pense agriculture, il vit agriculture. On constate que dans cette cour commune, c'est le seul à avoir une chambre verte qui symbolise sa passion pour la terre. Et tout comme Gaiki, on possède tous cette graine en nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui parvient à faire germer sa graine. Gaiki a tout pour réussir. Avec un peu de confiance en soi et du travail acharné, il y arrivera, on y croit déjà. Le travail, c'est ce qui fera sa force. Parce qu'il ne suffit pas de planter les graines. Il faut s'en occuper, les arroser, enlever les mauvaises herbes. Qui seront les mauvaises herbes dans la vie de Gaiki, by the way? Gaiki est vraiment dans la pratique, ce qui est un atout, un avantage par rapport à Tanor, qui lui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il a hérité de cette entreprise. Il est dans la théorie, en fait, lui. Cette série est vraiment plus qu'une histoire d'agriculture. C'est une invitation à cultiver notre graine à tous, notre graine de pouvoir pour réaliser nos rêves et contribuer positivement à la société. Le thème de la hiérarchie des pouvoirs est également évoqué dans cette série. Le fait que le pouvoir soit dans les mains d'une seule et même personne. Tanor veut tout contrôler et il me fait tellement penser à Thanos, justement. C'est pour ça que j'arrête pas de me tromper entre Tanor et Thanos. Thanos des Avengers. Avec ses bagues là, il voulait posséder tous les pouvoirs comme Tanor. Et ça crée de l'oppression, ça. Tout le monde se sent oppressé. Les employés de Tanor sont oppressés, ainsi que sa femme Aïcha, qui se retrouve plus bas que terre à la fin de ce deuxième épisode. Parlons un peu d'elle d'ailleurs, puisqu'elle occupera une place centrale dans la série. Le premier épisode commence par elle. Dès la scène d'ouverture, on la voit sur le lit en train de faire un cauchemar. Ça m'a tellement intriguée cette première scène. J'ai été tout de suite intriguée par sa position sur ce lit. Je me suis dit, mais pourquoi elle est allongée comme ça là, comme si elle n'attendait personne alors qu'elle est mariée quand même. Normalement dans le mariage, vous connaissez, chacun à son côté, tu vois. Tu dors pas comme ça sur le lit. Est-ce que Aïcha ne partage même plus le même lit que son mari? C'est des questions que je me suis posées avant de découvrir qu'en fait il la battait quoi. Dès l'épisode 2, je me suis dit, ah bah je comprends mieux. Sa position sur le lit symbolisait le problème, un couac dans son mariage. Aïcha a des traumatismes refoulés. On va en apprendre davantage de toute façon au fur et à mesure des épisodes. Elle a été mariée de force quand elle était plus jeune, on dirait. Elle était vraiment l'esclave de son mari et elle a tenté de s'enfuir. Voilà comment elle a rencontré Gaiki par la suite, I guess. Malheureusement, aujourd'hui, Aïcha est toujours traitée comme une esclave, comme dans le passé. Dans le premier épisode, lorsqu'elle a touché son poignet, ça voulait tout dire. Ça se trouve, Tanor l'avait battue la veille, en fait. Et cette image d'Aïcha qui se tient le poignet nous renvoyait à l'affiche officielle avec le bras de fer et tout. Dans le cas d'Aïcha, ça symbolise qu'elle est entre deux mondes, en fait. Entre la classe moyenne et la classe supérieure. Elle n'a jamais réussi à trouver sa place, ni au sein de l'entreprise familiale, ni au sein de ce mariage. Aïcha doit faire un gros travail sur elle-même. Tap into her inner power. Cultiver vraiment sa confiance en soi pour pouvoir s'en sortir. Aïcha doit aller puiser à l'intérieur pour trouver sa force. Il y a une espèce de triangle amoureux entre elle, Tanor et Gaiki. On sait que Gaiki et elle sont des amis d'enfance, mais il y a une espèce de fine line entre l'amour et l'amitié. Ça se voit, il y a une petite tension amoureuse là. Une tension qui est perceptible par la copine de Gaiki, par Tanor qui est extrêmement jaloux et que Khadija va contribuer à renforcer puisqu'elle déteste Gaiki. Khadija, c'est vraiment la fille de son père. Elle vous fait pas un peu penser à Anna de Karma? Elle a des faux airs d'Anna, je trouve. Ce que je retiens en tout cas de ces premiers épisodes, c'est que la graine du pouvoir, ce n'est pas seulement un conflit externe, c'est également le fait de trouver la force intérieure en nous pour transformer notre vie. On a vraiment hâte de suivre le parcours d'Aïcha et de Gaiki pour voir comment ils s'en sortent dans le monde de Tanor. Bah oui, parce que ce monde l'appartient à lui. Franchement, arrogant comme jamais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué des choses que moi je n'ai pas remarquées et on en discute dans la prochaine analyse. Stay safe and stay blessed. Bye!